Coucou! Ah, j'aimerais bien savoir si le son il marche bien et j'arrive pas à le tester ce matin. Est-ce que vous m'entendez bien? Hop, j'essaye de taguer tout le monde et on va démarrer. Je suis trop contente d'être ici avec vous. Allez, aujourd'hui, on va parler de comment on peut éradiquer la fatigue et prévenir le burn-out. J'étais en train de ramasser des cerises ce matin dans mon jardin et je pensais déjà à ce live et je me disais, c'est ça le burn-out. C'est que j'étais pas encore en train de les ramasser, j'avais pas rempli ma barquette, que j'étais en train de me dire à qui je vais les donner, qu'est-ce que je peux, à qui je peux en offrir, à qui ça ferait plaisir, etc. J'étais partie dans des trucs à me dire, j'étais en train de penser aux autres, à comment j'allais pouvoir les donner. J'étais pas du tout connectée au fait que j'étais dans mon jardin. Il fait super beau, les cerises, elles sont magnifiques. J'étais déjà en train de me dire: «Il faut, je dois», et cetera. Vous voyez le truc un peu? Donc, ce que je voulais commencer par faire, c'était, définir un peu le burn-out et j'ai commencé avec cette anecdote parce que pour moi, c'est ça. Sans rentrer dans les définitions et les posts, hein, qu'on voit partout, les trucs, très, scientifiques et machin. Moi, pour moi, le burn-out, c'était le fait d'être tout le temps tourné vers l'extérieur et vers les demandes des autres et comment je vais pouvoir aider, comment je vais pouvoir anticiper et comment et l'autre et l'autre et en fait, je savais pas du tout, heu, commencer par moi, vous voyez quand je vous amène à quand j'ai posé ce mot de comment apprendre à rayonner, c'est parce que, ça doit venir de l'intérieur. Se reconnecter, comment on fait pour se reconnecter à l'intérieur, pour donner le meilleur de soi sans s'épuiser, contribuer sans s'épuiser? Donc pour moi, c'était ça, c'était d'avoir toujours le regard tourné vers l'extérieur. Comment je vais aider l'autre? Comment je vais être utile? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Donner, accomplir, aider, réparer, et cetera, sauver et jamais ça partait de: «Et moi dans tout ça?» Donc c'est de savoir déjà dans un premier temps, voilà, est-ce que c'est quelque chose qui te parle ça de, être sans arrêt en train de penser à la prochaine tâche? La semaine d'après, le mois d'après parfois, c'est ça aussi, ça nous laisse pas le temps d'être dans le moment présent, on est happé par tout ce qu'on a à faire, tout ce qui doit être fait, donc le futur ou des trucs qui sont mal passés dans le passé, du coup, on veut pas que ça se reproduise et de fait, on est encore en train de ruminer du passé ou du futur. Il fait super chaud cette semaine-là dans le Loiret, je sais pas chez vous, mais il fait super chaud et de fait, comment on fait pour, est-ce que je suis trop tournée vers l'extérieur ou est-ce que c'est la demande, le travail qui est comme ça et tout ça, j'ai pas le choix? Alors est-ce que c'est un burn-out par rapport au travail, par rapport à la famille? Voilà, comment ça se situe? Dans quel domaine de vie est-ce que je suis plus sujet au burn-out? Moi, c'était vraiment au boulot, hein. C'était quand j'étais maître nageur sauveteur et qu'il fallait, tu vois? C'est ma croyance, j'avais appris qu'il fallait que je dise oui, il fallait que je sois là, donc j'étais là 6 jours sur 7, 7 jours sur 7, et cetera. Et j'avais pas d'autre choix. Et quand, au moment où je dis ça et que j'arrive à observer, je n'ai pas d'autre choix, c'est où est-ce que tu as pas d'autre choix? Où est-ce que tu as appris ça? Que tu avais pas d'autre choix, en fait? Et je suis venue questionner ça et voir qu'en fait, on a toujours le choix. Mais on finit par être, comme on dit, en pilote automatique, en mode automatique et on croit qu'on n'a plus le choix. Et c'est comme ça que les choses se figent et que par exemple, dans le couple, on peut figer des trucs qui ont été dits il y a 10 ans, on n'en reparle plus et on croit qu'on n'a pas le choix. J'ai pas le choix parce que lui, il va pas le faire, donc je vais le faire. Mais il y a 10 ans, il était pas en capacité de le faire ou ça s'est mis comme ça en place. Mais maintenant, aujourd'hui, est-ce que vous en avez reparlé? Est-ce qu'on peut re-questionner ça, quoi? Donc voilà, il y a plein en fait, on a la question: comment éradiquer la fatigue et prévenir le burn-out? Et souvent, on arrive ici, là, peut-être tu es ici avec moi pour dire: «Bon, je vais avoir mes réponses et tout ça, ça va être clair et précis». Hem, un problème bien défini est à moitié résolu. Où est-ce que le burn-out se situe? Dans quel domaine de vie? Comment ça se passe?
par rapport à, qu'est-ce que tu crois être le burn-out? Est-ce que tu crois être en burn-out? Est-ce que c'est juste de la fatigue passagère et il y a des périodes et c'est OK? Ou est-ce que tu sens que tu es dans un cercle vicieux, un truc qui te mouline, un rouleau compresseur qui t'empêche vraiment de retrouver de l'énergie, ça perd du sens, il y a plus de joie, voilà, tu es fatigué, tu es déconnecté. Quel mot tu mets dessus, en fait? Quel mot tu mets dessus? Qu'est-ce qui se passe? Dans quel domaine de vie? Et donc les premières clés que je voulais te donner ici, heu, c'est d'apprendre à écouter. Écouter, par exemple, les signes corporels. Si ton corps est fatigué ou si c'est ton mental qui est fatigué. Si c'est de la fatigue vraiment, voilà, réelle, tu es fatigué et tu le sens, ou si c'est de la fatigue perçue qui serait, plutôt, voilà, psychique, mentale, mais, voilà, quel type de fatigue? Et en fonction de ça, par exemple, tu vas pouvoir mettre en face un type de repos. Avant de me plonger dans la lecture, le développement personnel et cetera, je ne savais même pas qu'il existait d'autres types de repos que de manger et dormir. Moi, pour me ressourcer, pour me repréparer pour la journée d'après, je croyais qu'il suffisait de manger et dormir. Or, il existe 7 types de repos. On est des êtres multidimensionnels. Ça veut dire qu'il y a le repos spirituel, le repos social, le repos sensoriel, le repos créatif. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour me connecter à ma spiritualité, à mon, à mon psychisme, à ma créativité? Est-ce que je me laisse des moments pour être créatif? Est-ce que je me laisse des moments pour être connecté? Et je parle pas de religion, je parle de, voilà, qu'est-ce qui coule en moi et que j'ai envie de faire vivre et qu'est-ce que j'ai envie de créer ici et maintenant? Pourquoi est-ce que je suis venue là et comment je peux contribuer sans m'épuiser? Mais si je ne me connais pas, que je fonctionne toujours par rapport à l'autre et à l'extérieur, j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question. Il y a même des gens avec qui je parle, je leur demande: «Et toi, ça va?» Ils détournent la conversation, il y aura jamais de réponse et je croyais que, ben, les gens ils aimaient pas répondre à cette question ou des choses comme ça. Non, c'est que je pense et ça m'est arrivé, qu'on ne sait même plus répondre à cette question, tellement on est, déconnecté à l'intérieur et connecté à l'extérieur. Donc on peut parler effectivement de la pluie, du beau temps, des sujets d'actualité, du travail, des enfants, machin, mais quand on, aborde le sujet de l'intérieur, en fait, il y a très peu de vocabulaire, il y a très peu de repères, on ne sait vraiment pas parler de ce sujet tout simplement. Donc par exemple, pour écouter les signaux corporels, le corps, bah, moi j'avais mal au ventre tous les matins. J'avais, de la fatigue chronique, j'arrivais pas à me lever. Hem, J'étais dans le brouillard mental jusqu'à, 9-10 heures du matin, voilà, moi je croyais que le matin, j'étais pas du matin. Or, c'était, une espèce de signal d'alarme, de fatigue et ça avait plus de sens en fait. À un moment, ça avait plus de sens. Et il y a ce truc aussi que à l'adolescence, je faisais beaucoup, c'est de soupirer. Et on déteste ça quand les gens ils soupirent. On a l'impression qu'on les gonfle ou qu'ils sont pas bien. Et en fait, le soupir, c'est aussi un signal, un message pour dire: «Là, j'ai besoin de relâcher». Et même que il y a des écoles de respiration qui ont été créées, il y a des gens qui travaillent sur tout un tas de sujets, hein, dans le développement personnel, dans voilà, le corps, l'esprit, tout ça. Et ben, le soupir, c'est quelque chose de il y en a qui parlent du soupir physiologique, tu vois? Déjà une espèce de clé, une espèce d'outil, c'est que le soupir, c'est quelque chose de très utile. Le corps, en fait, il va décharger une tension, quelque chose, en soupirant, c'est naturel. Sauf que nous, comme on lui donne un sens de tu sais, si quelqu'un soupire ou peut-être que quand toi tu soupirais aussi comme moi, on te disait: «Non mais tiens-toi bien, fais pas ça», et ben, tu as compris, tu as assimilé, tu as interprété que le soupir c'était pas bien, mais en fait, c'est le corps qui décharge. Même les animaux le font, tu sais, un animal qui était stressé ou qui a besoin de décharger, il va se secouer aussi et il va bâiller. Donc tout ce qu'on peut observer chez les animaux, dans la nature autour de soi, ça nous donne énormément, énormément d'informations pour revenir à soi et apprendre à se connaître. Pour éradiquer la fatigue et prévenir le burn-out, pour moi, il s'agit d'apprendre à se connaître. Une, j'ai toujours cette phrase qui revient, hein: «Toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit», c'est Nicolas Proupin. C'est pour dire,
qu'effectivement, si tu as pas ton mode d'emploi, tu sais pas comment tu fonctionnes et tu continues à forcer, à tirer sur la corde, comme on dit, eh bien, tu vas, tout simplement t'épuiser, et ça peut mener jusqu'à des niveaux d'épuisement, voilà, dramatiques où on va mettre plus de temps à, refaire ses ressources, à se restaurer, quoi. Il y a aussi, des signes émotionnels. Par exemple, moi, si je suis très fatiguée et que je dois me lever tôt et que ça fait le 6e jour que je travaille et qu'il y a des horaires pas possibles dans le bruit et la chaleur, j'étais maître nageur sauveteur, heu, j'appelle ça la princesse et le dragon. Je suis, en mode tout pour les autres, je pense aux autres, je veux que tout soit parfait, tout faire bien, machin et à un moment, la réflexion de trop va me faire passer en mode dragon, quoi. C'est, je deviens irritable, on ne peut plus rien me dire et cetera. Ça, c'est pas, je suis une mauvaise personne, c'est bon, où est-ce que j'ai dépassé ma limite? Où est-ce que ma barrière, elle a été franchie ici, là? Comment je peux faire pour me reposer, pour me préserver, pour, rester en mode princesse et pas passer en mode dragon? Et observer aussi ici ces déclencheurs. Par exemple, en ce moment, au boulot, je fais mon maximum pour me lever, pour être à l'heure, alors que je peux pas me lever, j'ai du brouillard mental, je suis fatiguée, j'ai tout un tas de trucs qui passent dans ma tête, j'ai beaucoup de mal à me reposer. Si j'arrive 2 minutes en retard et que j'ai une réflexion à ce moment-là, j'imagine bien que je vais passer en mode dragon et que ça va mal aller. Ça va pas bien se passer. En plus, on a comme ça aussi des focus chacun. On met pas le focus sur les mêmes choses. Pour moi, ça va être important d'être à l'heure. Pour d'autres, ça va être important, d'avoir, bien fait telle activité, même si le timing il est pas respecté. Enfin, voilà. Donc si chacun est dans sa fatigue, en train d'avoir du mal déjà à se concentrer, à être à l'heure, eh ben, on n'est pas dans un nous, collectif, un truc fécond, quoi. On est chacun en train d'essayer de s'auto-guérir, de s'auto-gérer et ensuite vient le fait d'être en lien avec les autres qui rajoute, à la fatigue et ça complique les choses parce que, bah, quand on est fatigué, on communique de moins en moins bien, on tout devient plus compliqué, plus lourd, plus fatigant. Donc au-delà de ces signaux et en fait, ouais, ce que j'ai appris aussi, c'est que j'avais tout le temps besoin d'étayer ces ressentis par des lectures, par des trucs scientifiques. Mais en fait, au-delà de ce qui est rationnel et scientifique, le vrai pouvoir, c'est quand tu arrives à discerner à l'intérieur de toi. Ce que j'aurais aimé savoir, c'est: «Nina, mais n'attends pas, d'avoir étayé tes ressentis pour que ça ait du sens et pour t'écouter, en fait». Tu vois, j'ai eu besoin d'aller découvrir qu'il y avait 7 types de repos. J'ai eu besoin d'aller voir, par exemple, mon chronotype. Il y a des gens qui sont du matin, du soir. Il y a des types énergétiques aussi dans le human design. Heu, Tous ces outils qu'on peut rencontrer, qu'on peut découvrir, ça va valider des intuitions et te permettre de t'écouter plus, plus vite, plus tôt, avant d'aller jusqu'au burn-out. Ce qui serait vraiment, vraiment cool parce que une fois, j'avais parlé aussi, tu vois, c'est comme si on partait avec 12 cuillères d'énergie le matin et puis, ben, on essaye de les dispatcher du mieux possible, on ne peut pas être partout. Donc je vais rendre un service à quelqu'un, je vais en dépenser 2. Je vais, faire mon boulot, je vais en dépenser 4, et cetera. Ben, la personne qui a eu un burn-out, heu, au lieu de partir avec 12 cuillères, maintenant le matin, elle part avec 6 cuillères. Parce qu'il va falloir restaurer les stocks, il y a 6 cuillères déjà qui sont prises pour tu sais, refaire des stocks d'énergie, en fait, ça a été épuisé, on a été chercher très loin et donc il faut refaire les stocks et j'ai cette phrase qui vient, c'est aussi de discerner encore une fois, c'est pas parce que je peux que je dois le faire. Oui, tu peux encore aller au boulot, oui, tu peux encore t'épuiser, tenir tout là, les rênes, le cadre dans cette relation, dans la famille, être le pilier, être oui, tu peux, mais est-ce que tu dois? Est-ce que ça doit se passer de cette manière-là, en fait? Est-ce qu'il y a pas une autre manière de faire? Et ça, c'est dans tes ressentis, c'est dans tes signaux corporels, émotionnels. Il y a aussi énormément de signes de la vie. Cette conversation,
cette personne là-bas qui est au loin à la caisse, mais pourtant qui t'envoie un regard ou même qui, voilà, qui est dans un tel état d'épuisement, tu dis: «Oh là là, j'aimerais pas, que ça m'arrive» ou tu sais, tu as des intuitions, des phrases, tu croises des gens, tu as une remarque, une phrase qui t'a parlé aujourd'hui. Pourquoi ça me parle en ce moment? J'ai, par exemple, quand je commence à être fatiguée, moi je me dis: «Oh j'ai envie d'aller, dans un endroit où il y a personne, au bord de l'eau, dans le calme». Ben, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin d'être en repli, d'être seule avec moi et si j'écoute pas ça, ben, je continue donc à croire que c'est bah, je peux encore donc je tiens, j'y vais et je continue à confondre je peux et je dois et je continue à puiser dans ces ressources. J'avais, une coachée comme ça qui, par exemple, je dis: «Ouais, quand on a marre du boulot, tu penses à quoi?» Quand elle était un peu épuisée. Bah, moi, j'aimerais bien, ouvrir un camping pour que les gens, ils se reposent, ils soient dans le loisir et tout ça. J'aime beaucoup m'occuper de ça et là, je me suis permis de poser la question. Je dis: «Est-ce que tu as besoin que les gens, ils s'amusent, ils soient dans le loisir ou est-ce que toi, au fond, tu as besoin de plus de loisirs dans ta vie?» Et il y a pas eu de réponse forcément, il y a pas besoin d'avoir des réponses tout le temps, mais il y a eu, voilà, on s'est arrêté et il y a eu ce moment de réflexion et de: «Ah oui, j'avais pas pensé à ça». Donc voilà, ce que j'aime bien faire, moi, c'est vraiment, saisir des opportunités et la vie est une opportunité. Le burn-out est une opportunité. Le deuil est une opportunité. J'ai perdu mon père en 2010, ça a été une opportunité. Après la douleur, après les étapes du deuil et cetera, qu'est-ce que je fais de tout ça? C'est une opportunité de grandir, de voir que j'ai besoin d'intelligence émotionnelle, j'ai besoin d'être mature émotionnellement, j'ai besoin d'être sécure aussi parce que il y a beaucoup de choses, liées au deuil aussi avec le mode survie pour moi. Donc qu'est-ce que ça vient activer? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis fatiguée? OK, ça j'ai pensé en long et en large et en travers, mais comment je fais pour éradiquer cette fatigue? Comment je fais pour revenir à moi? Comment je fais pour retrouver de la joie, du sens, mon énergie? Est-ce que je vais voir mon chronotype? Il suffit de taper en ligne, aller voir son chronotype. Est-ce que je vais voir, voilà, la numérologie, le human design et cetera. Ça vient valider des intuitions. Je dis pas, qu'on n'y croit pas, que voilà. Au-delà de tout ça, ça c'est le mental. Est-ce que c'est prouvé? Est-ce que machin? Au-delà de ça, avec le cœur, avec une ouverture, avec une recherche de réponses par rapport à son fonctionnement pour se connaître et pour optimiser sa vie dans le sens, savoir, gérer son énergie, son temps, son focus et tout pour, ne pas vivre, hein, dans l'épuisement et dans le mode automatique et sortir de tout ça. Au-delà de tel outil, telle croyance, machin, comment je peux faire pour venir reconnecter à moi? Et c'est en ça que j'avais commencé par créer le challenge limite. C'est que j'avais la croyance qu'il fallait poser des limites à l'extérieur quand j'ai commencé à être fatiguée et puis aussi j'avais changé de priorité, j'avais eu un enfant et cetera. Au boulot, j'ai commencé à dire: «Non, je peux pas remplacer, je peux pas faire le dimanche, je viens de faire les 6 autres jours de la semaine» et là, je sentais que ça allait mal se passer parce que j'avais toujours dit oui et c'est pas habituel pour les gens que je dise non et donc j'avais cette croyance que ça allait forcément mal finir. Comme j'avais cette croyance, hein, j'ai co-créé cette rupture en fait. J'arrivais pas à partir parce que j'avais du mal à lâcher prise et puis on m'a gentiment mis dehors. Enfin, c'était d'un commun accord implicitement. Donc je croyais que les limites, c'était à l'extérieur et que ça allait forcément poser des problèmes, par exemple d'apprendre à dire non. Mais en fait, poser ses limites et avoir un cadre, une structure à l'intérieur, ça sert à respecter son rythme. Et comme ça, les autres, ils voient là où tu commences et là où tu t'arrêtes. Ce que tu peux faire et ce que tu peux pas faire. Elle, on peut lui demander ça, mais pas ça. Elle, on peut aller la voir pour telle ressource, mais pas cette ressource. Et parfois, le burn-out, c'est qu'on a commencé à dire oui sur un plan qui nous faisait plaisir, et puis
comme on a commencé comme ça, on croit qu'il faut dire oui sur tous les plans, être partout et c'est là après qu'on croit qu'il faut lâcher prise et qu'on a un problème et pour moi, il y a pas de problème. C'est juste une opportunité à saisir de: «Oh, quelle est ma structure? Quel est mon fonctionnement? Est-ce que j'ai de l'énergie pour ça?» Si j'ai des limites à l'intérieur très claires par rapport à comment je fonctionne, j'ai même pas besoin de les poser à l'extérieur parce que ça coule de source, ça sera naturellement, ça rayonne en fait. C'est par exemple, je sais pas, il y a des collègues, tu vas pas les voir pour leur demander de remplacer. Ça a été posé et c'est dans leur énergie alors que tu sais même pas s'il va dire oui ou non. Tu as pas envie d'y aller, quoi. Donc voilà. Est-ce que tu as des limites à l'intérieur de toi qui sont claires? Est-ce que tu sais comment fonctionne ton énergie, comment tu fonctionnes? Et est-ce que tu sais là où tu commences et où tu t'arrêtes? Et derrière ça, encore plus loin, il y a, ces outils-là que j'ai découverts et qui m'aident beaucoup, qui m'ont sauvé la vie, hein. C'est de comprendre que parfois, on veut être partout pour tout le monde et cetera, tout faire, hein. Le burn-out pour moi, c'est voilà, être tout le temps à l'extérieur et chercher à anticiper, réparer, combler des vides, des manques, tu sais, bah, moi, c'était remplacer, voilà, tout faire pour les autres sans savoir comment je suis à l'intérieur. Et ben là, c'est de savoir que quand je suis en mode je dois, il faut, est-ce que ça peut être lié à mon système nerveux aussi? Est-ce que quand quelqu'un vient me demander quelque chose ou qu'il manque quelque chose, je me sens obligée de le faire parce que c'est plus fort que moi, c'est un élan comme ça, parce que ça me laisse trop en insécurité de ne pas pouvoir dire oui ou de ne pas pouvoir faire ce truc-là à ce moment-là. Et ce truc de je dois, il faut, au niveau du système nerveux, ça me maintient un peu comme en mode survie, j'appelle ça, c'est que je vais chercher de l'amour et de la validation et de la sécurité à l'extérieur, tant que j'arrive pas à les déployer de l'intérieur. C'est en ça que je parle de rayonner, c'est que ça doit venir de l'intérieur. Je dois trouver absolument la clé pour que l'amour et la sécurité soient installés confortablement à l'intérieur. Donc il y a ce pan-là de travailler sur la régulation du système nerveux, l'amour de soi, l'estime de soi. Il y a ce pan aussi de reconnecter avec son enfant intérieur. Moi, je sais que j'ai ce driver très fort, dépêche-toi. Donc je parle très vite, je fais les choses très vite. Je dois avoir fait tous les trucs qu'on m'avait demandé, tu as une liste de tâches au boulot, il faut que ça soit fait avant midi limite. Parce que je sais pas, j'avais ce truc d'aller très vite qui m'épuisait dans le fond parce que en fait, je suis quelqu'un de lent, de voilà, j'ai besoin de maturer les choses, de prendre le temps et plus j'allais vite, plus je devais refaire les choses en plus parce que c'était ni fait ni à faire et parce qu'une fois que je l'ai fait, en fait, je vois déjà l'amélioration et donc ce que j'avais fait à midi, il fallait que je le refasse pour 17 h et cetera et cetera. Je faisais, notamment les plannings, par exemple, pour, 6-7 personnes. C'est un truc sans fin, ça peut toujours être amélioré ou alors j'ai fini et quelqu'un vient me voir pour me dire: «Ah bah non, là, je suis pas là, je t'avais pas dit, machin». Enfin, ça peut toujours ça, c'est vraiment aussi mon opportunité de la vie qui me dit: «Mais oui, tu pourras toujours améliorer, ça sera jamais parfait et c'est OK». À un moment, il fallait que la version du planning, elle sorte, elle soit comme ça. C'était hyper stressant pour mon système nerveux. Et me dire: «C'est pas parfait et donc ma valeur dépend de ce que j'ai donné là comme travail» et cetera et cetera. Il y a des signaux, des messages partout. Les émotions, on parle, les les messagers, ne les messagers de nos besoins, c'est les émotions. Mais moi, j'en vois partout. Les mots, les mal de ventre, la fatigue chronique, le brouillard mental, c'est une opportunité. Le burn-out, c'est une opportunité. Quand, tu as testé un truc et que tu as été au fond voir, si tu arrives pas à t'arrêter, c'est peut-être que tu as encore des choses à aller chercher, des réponses ou je sais pas, ou se prouver qu'on est capable de le faire et qu'on peut y aller encore et au final, tu as appris des choses sur toi et c'est une opportunité. Donc est-ce que tu as des drivers comme ça? «Dépêche-toi, sois parfaite», ou alors «Fais pas de bruit, dérange pas», voilà. Est-ce qu'il y a des choses comme ça, des phrases qui te reviennent et qui te fatiguent, quoi?
L'enfant intérieur, c'est aussi c'est les blessures qu'on n'a pas réussi à guérir. Si j'ai pas fait ça, si je dis non, je vais me sentir rejetée. La blessure du rejet, c'est la plus forte parce qu'elle touche à l'être. Euh, et on a tous très très peur d'être rejetés parce que, archaïquement, si on ne fait pas partie du groupe, de la meute, on peut mourir hein, si on n'est pas protégés les uns les autres et que on est des êtres sociaux. Donc si on n'est pas en meute, en groupe, si on ne fait pas partie du groupe, on a très très peur de mourir. Donc la blessure du rejet, c'est très très... c'est quelque chose qui peut, si c'est pas conscient, pas résolu, qui peut vraiment manager tes actions de manière inconsciente. Donc, tu as l'impression de subir, de ne pas avoir le choix, d'être coincé, parce que tu ne te vois pas faire autrement. Parce que c'est cette peur du rejet qui est là et qui manage, en fait. Par rapport au système nerveux autonome aussi, c'est cette croyance d'être résigné. Quand tu es dans le mode survie, quand tu es beaucoup en mode dorsal ou en sympathique agressif, c'est nos deux voies vagales pour survivre, hein. Soit fallait fuir ou se battre, ou faire le mort comme les opossums dans l'âge de glace. Eh bien, quand tu es facilement dans l'une ou l'autre de ces deux voies et que tu as du mal à revenir en ventral, à avoir cette flexibilité vagale qu'on devrait tous avoir, et c'est normal de passer par les trois états au quotidien, mais on a tendance à rester bloqué dans l'une ou l'autre des voies et on ne vit pas du tout les mêmes expériences depuis un état de survie, un état dérégulé. Quand j'ai peur, j'ai du mal à me concentrer, par exemple, pour trouver ma route. Si j'ai un rendez-vous quelque part, je ne connais pas, euh, j'ai peur, c'est nouveau, et ben, je ne vais pas du tout vivre la même expérience que si je suis régulée et que j'arrive à me concentrer sur je dois trouver ma route. Ça déjà, ça va prendre beaucoup de place dans mon camembert attentionnel. Tu sais, si on avait une espèce de rond comme ça avec notre attention, si je ne sais pas où je vais, je ne peux pas papoter avec toi, mettre la musique dans la voiture et chercher ma route. Moi, si je ne sais pas où je vais me concentrer à écouter le GPS et à voir où je vais. Et si en plus j'ai peur, ma peur va prendre la moitié de mon camembert attentionnel, voire les trois quarts. Et donc, je vais me concentrer, essayer de me rassurer, de me réguler. Et ça prend énormément d'énergie. Et donc, c'est l'état qui crée l'expérience. Je ne vais pas du tout vivre la même expérience selon l'état dans lequel je suis. Donc ça, c'est super important. De voir aussi que c'est pas dans la tête, c'est dans le corps. Et c'est là où à chaque fois, je vous renvoie aussi sur l'EFT. J'ai fait une formation pour te expliquer pourquoi tu dois t'intéresser à l'EFT et comment ça marche. C'est simple et c'est efficace pour libérer des émotions, des choses qui seraient bloquées dans le corps et qui nous gardent en mode survie et qui nous gardent dans le je dois, il faut, j'ai pas le choix et continuer à confondre je dois et je peux. C'est pas parce que je peux le faire que je dois le faire. Donc il y a tous ces outils-là qui sont vraiment euh, qui t'amènent des clés en fait, qui vont venir résonner avec des intuitions que tu as, des choses que tu ressens, que tu comprends déjà à l'intérieur de toi, mais que tu ne sais pas forcément verbaliser, exprimer. Et puis on n'a pas appris à s'écouter. Moi, le peu de fois où je m'écoutais, où j'étais dans ma bulle, j'avais vraiment des retours, hein. Tu t'écoutes trop, ou t'es une chochotte, quoi. Quand tu as besoin de douceur et que tu ralentis, hop, il y avait des trucs comme ça qui, moi, m'ont marqué. Et peut-être on aurait eu la même vie, tu n'aurais pas du tout interprété les choses de la même manière. Donc, encore une fois, hein, c'est notre perception de ce que quelqu'un est, de ce que quelqu'un fait de la vie qui crée notre souffrance et pas ce que quelqu'un est ou ce que quelqu'un fait. C'est nos perceptions et nos interprétations qui créent nos souffrances, qui créent nos blessures, qui créent nos lunettes déformantes et qui font qu'on va se mettre dans de la fatigue chronique, du burn-out, des choses qui sont déséquilibrées. En fait, c'est des opportunités de voir les déséquilibres et de venir rééquilibrer les choses pour un mieux-être et pour s'épanouir et pour rayonner et pour vivre la meilleure vie en fait possible. Continuer à multiplier les expériences de vie positives. Je regarde si le... J'espère que le son marche bien. Et je voulais finir aussi avec la communication non violente.
où vraiment le maître mot, la clé, c'est connect before correct. Avant de corriger quoi que ce soit, j'en sais rien moi, faire des routines ou faire des OK, tu as vu que tu es fatigué, tu veux prévenir ça, tu mets en place tout un tas de trucs et finalement au bout d'une semaine, ça te correspond plus et là tu te sens perdu et tu rumines et tu ressasses et tu comprends pas. En fait, c'est qu'au quotidien, il va falloir connecter à c'est pas bien. En EFT aussi, ils le disent, connecter avant de corriger. Qu'est-ce qui se passe? De quoi j'ai besoin? Je croyais que j'avais faim, en fait, j'ai besoin d'un verre d'eau. Je croyais que j'avais besoin d'appeler un tel pour décharger, en fait, j'avais besoin d'aller marcher. Je croyais que je voulais pas faire de sport parce que je suis dans mon dorsal, là, je suis fatiguée, je suis pas bien, mais en fait, j'ai été nager une demi-heure tout doucement et ça m'a fait du bien. Et à chaque fois, je dois reconnecter à ça, à moi-même, à cette intuition, à cette guidance intérieure qu'on a tous, pour trouver les réponses. Donc les clés ici, c'est vraiment de s'écouter à nouveau ou d'apprendre à s'écouter, de discerner malgré que ça ne soit pas étayé scientifiquement et qu'il n'y ait pas de preuves, discerner, écouter, discerner et rayonner, tout simplement. Voilà. J'espère que c'était clair. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, s'il y a des questions ou quoi que ce soit, voilà, si tu as des questions, n'hésite pas, ici ou sur les réseaux ou sur mon mail. Et puis, je vous dis à bientôt. Belle, belle journée. Prends soin de toi et que l'on puisse rayonner pour contribuer sans s'épuiser, pour donner le meilleur, pour, voilà, pour laisser une planète en bonne santé, pour connecter avec ses enfants, pas depuis ses blessures, mais depuis l'amour, pour voilà, diffuser l'amour, pour voilà. Qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Comment ce serait pour toi de contribuer sans t'épuiser? À quoi ça ressemble? Tu peux me le mettre en commentaire, ça serait hyper cool de te lire.